Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Werner Hoffner et je suis le terrible professeur de droit de l'école de journalisme de Nice. Grégory a été enlevé devant chez lui alors qu'il jouait sur ce tas de gravier. La dernière menace qu'a pu entendre sa famille était celle d'un homme qui disait au téléphone « Le gamin est dans la Vologne ». Le 16 octobre 1984, le petit Grégory Villemin, 4 ans, va être enlevé, kidnappé et jeté dans un cours d'eau et un fleuve qui borde le village de l'Épande-sur-Vologne. C'est un enfant de 4 ans qui va être arraché à l'amour de ses parents, Jean-Marie et Christine Villemin, et c'est l'épilogue terrible d'une longue campagne de harcèlement qui a été lancée contre cette famille et qui est depuis plus de 3 ans déjà au moment des faits, l'objet de dénonciations calomnieuses, d'appels malveillants de la part d'une personne qui se fait appeler le Corbeau et qui reproche notamment au père du petit Grégory d'avoir bien réussi sa vie, qui est prêt à tout pour lui faire payer notamment sa réussite professionnelle. C'est l'histoire d'une double défaillance, l'affaire Grégory Villemin. Pourquoi? Parce que le magistrat instructeur, le juge Lambert, qui a été nommé pour gérer ce dossier, est un magistrat qui apparaît insuffisamment expérimenté, peut-être un peu trop jeune, et qui va surtout apparaître très influençable dans les premiers temps de la procédure. Il apparaît que les éléments indispensables des enquêtes, c'est-à-dire une autopsie très approfondie, la sauvegarde des pièces du dossier, les reconstitutions ne seront jamais organisées, et que c'est un magistrat qui va plus se fier au final à son propre ressenti qu'à la vérité factuelle. Il faut dire qu'il n'est pas aidé ici, car la presse met une pression importante sur cette enquête, et il sera remplacé par un magistrat plus expérimenté, le juge Simon, présente de meilleures garanties de qualité et de sérieux de son enquête, va se retrouver ici, lui, confronté à un autre piège. Il va s'attacher à la figure du petit Grégory Villemin, il va en faire un combat personnel, ce qui va l'amener à commettre des erreurs. Et c'est à ce titre-là, justement, que l'affaire Villemin est d'abord un fiasco judiciaire. Voilà toute la presse française à sensation, notamment, qui converge vers ce petit village. Ce village-là va devenir le théâtre de ce que la presse a de pire au début des années 80. Le corps du petit Grégory va être retrouvé le 16 octobre 1984 et pendant plus d'une décennie, ce petit village-là va être ici pris d'assaut par les journalistes qui vont s'affranchir de toutes les règles déontologiques possibles et inimaginables. Pose de micro, par exemple, sauvage dans les locaux des membres de la famille, violation caractérisée du droit à l'image du secret de l'instruction. Un certain nombre de journalistes vont même aller jusqu'à publier plusieurs articles de presse sous pseudonyme de manière à attiser un certain nombre de théories qui apparaîtraient aujourd'hui purement complotistes. La plus célèbre d'entre elles, c'est celle qui a coûté la liberté à la mère du petit Grégory, qui a été suspectée par un journaliste d'avoir tué son enfant. Et cette théorie-là, qui ne reposait sur aucun fondement, parce qu'elle a été innocentée, lui a coûté plusieurs années de détention provisoire. C'est donc une histoire classique où la presse française s'est emballée pour le scandale. Elle n'a pas pris cet événement-là avec la distanciation critique naturelle. Et c'est justement pour ça qu'à l'école de journalisme de Nice, on est aussi intransigeant avec les règles issues du droit de la presse. Je pense qu'on a perdu espoir de trouver le commanditaire, ici, de l'homicide volontaire du petit Grégory Villemin. En revanche, ce qui apparaît aujourd'hui clairement probable, c'est qu'il n'a pas agi seul et qu'il a été protégé, si ce n'est encouragé, par un certain nombre d'autres personnes gravitant dans son entourage. Comment expliquer, par exemple, les différents revirements de situation qui ont marqué toutes les personnes qui ont pu être auditionnées dans le cadre de cette enquête? Je crois ici que c'est pour ça aussi que cette affaire, elle est passionnante. Elle est une histoire française, ici, avec tout ce que ça caractérise à la fois du monde de la presse et du monde judiciaire des années 80. Et elle est une histoire aujourd'hui qui nous interroge beaucoup aussi sur notre désir de trouver à chaque fois un coupable et au final une solution à tous les problèmes. Et parfois, il faut accepter qu'il n'y en ait simplement pas. Je trouve que la société Netflix, pour le coup, a fait un très bon travail en utilisant les moyens de communication modernes. C'est indispensable, à mon avis, de connaître cette affaire pour tout étudiant qui se destine au métier du journalisme parce qu'elle est l'illustration de ce qu'il ne faut absolument plus faire. Et il faut surtout, je crois, la prendre comme un avertissement pour la suite. Pourquoi? Parce que notre époque est une époque qui est encore plus violente. C'est une époque qui est violente parce qu'elle nous invite, et elle vous invite, vous les journalistes, à aller vite. Je
crois que c'est pour ça que je conseille cette série vraiment à tous mes étudiants, et je crois que je la conseillerai encore à tous mes étudiants en journalisme, pour bien comprendre ici comment est-ce qu'une série de défaillances peuvent amener à des conséquences absolument terribles. Ces parents, au final, leur vie a été brisée 2 fois. On leur a pris leur fils et on leur a pris leur liberté.